Pierre-Yves, Oui, allez go. bonjour à tous. Vous participez au Laurier de la Régénération du Vivant édition 2026, organisée par l'association Nous sommes vivants. Et dans le cadre de cette conférence en ligne, aujourd'hui, nous recevons Pierre-Marie Brizou, qui est l'un des associés de la société BioHello et que nous allons pouvoir découvrir en l'interviewant. Et sachez que pour tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, vous pourrez lui poser des questions en direct afin de bien comprendre leur projet et leur participation à la régénération du vivant dans les prochaines années. Est-ce que Pierre-Marie, tu es là? Oui, bonjour, je suis là avec vous. Merci d'être avec nous, Pierre-Marie. Est-ce qu'on peut te laisser te présenter ou tu veux qu'on lance tout de suite une vidéo d'introduction pour présenter le projet et Non, je vais votre peut-être me association? présenter Ouais. brièvement. Et après, en effet, je partagerai une vidéo. Ça permettra que vous ayez quelques images de ce qu'on fait, parce que sinon, je vais vous parler de plein de concepts et vous allez pas. Ça Si sera vous avez moins les images, ça concret. sera plus simple. Pour dire deux mots, déjà aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire, c'est magnifique. Les gens Mes savent. 44 ans. Sinon, je suis donc Pierre-Marie Brizou. Je suis ingénieur agronome de formation. Et en fait, j'ai travaillé 20 ans pour le groupe Danone sur Mhm. différentes missions qui sont plutôt supply, achat. Et les 10 dernières années, je les ai plutôt passées au contact des filières agricoles. Donc j'étais en charge de la relation avec les éleveurs laitiers. Ensuite, j'ai été responsable des achats et de la stratégie agricole de Blédina. Et après, je me suis occupé de transition agroécologique. Alors, je parle pas d'agriculture régénératrice, que je pense qu'on a une belle définition en France qui s'appelle agroécologie. Et j'ai fait ça pour les filières en France et en Europe, et j'en suis parti en 2023. Assez rapidement, j'ai deux anciens collègues qui m'ont rappelé qu'ils avaient monté une entreprise qui s'appelle BioHello. Et je les ai rejoints début 2024. Et depuis, on s'est associés. Donc maintenant, on est trois associés chez BioHello. Moi, je m'occupe plutôt de la partie, ce qu'on appelle l'amont, donc en charge des sujets autour des relations avec les agriculteurs, des relations avec les territoires, des achats, de la supply et de la finance, et de la stratégie. La stratégie, on la co-décide et co-dirige avec mes deux autres associés. J'habite à Vienne, en Isère. Donc, si j'ai bien compris, tes deux associés, Jean-Guillaume, l'un s'occupe de l'ingénierie, des process de la maintenance, et Christophe, ancien directeur général des Deux Vaches de Danone, s'occupe de la partie commerce, marketing et communication, si c'est Ouais, toujours tout à fait. d'actualité. Donc, on a 70 ans d'expérience de Danone qu'on a essayé de mettre dans ce projet dont je vais vous parler. C'est beau de cumuler les trois vies. Et pour la petite histoire, on vous a remis un laurier, Nous sommes vivants, il y a 2 ans. Laurier de la Régénération du Vivant, édition 2024, du coup. Ouais, tout à fait. Donc, on a eu la chance d'être primé en 2024. Ça me paraît très, très, très loin, C'est une vrai. éternité même. Moi, je venais d'arriver il y a quelques mois et en fait, on était un peu, quoi, le projet est assez vieux, mais on était plutôt au début de la commercialisation. Et à l'époque, on travaillait avec une ferme laitière et depuis, on en a quatre et on a dû multiplier notre développement par 20 ou 30, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que Waouh. c'est plus tout à fait la même entreprise. Mais Excellent. peut-être c'est intéressant que je vous passe peut-être la vidéo, Bien si sûr. ça te va, hein. Comme ça, vous voyez un peu le concept et après, j'approfondirai et je répondrai à tes questions, Pierre-Yves. Et n'hésitez pas à poser des questions, ça sera plus interactif. En tout cas, ça permettra d'être sûr Exactement. de répondre à vos besoins. Merci Euh, beaucoup. Allons-y. ouais, je réessaye. Normalement, ça va marcher. Si ça marche pas, vous me dites. Ouais, ça marchera peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs. Partager. Tac. Et oui, je vous passe la vidéo on a gagné les prix de la transition énergétique avec la BP Aura en 2025 et on a eu le droit à un très joli film qu'ils nous ont tourné. D'accord. Voilà. C'est bon? J'ai l'impression qu'on n'a pas le son de signe. Bonjour, je C'est m'appelle bon. Pierre-Marie Brizou. Je suis un des associés de la société BioHello. Ce qu'on fait chez BioHello, c'est d'aider à renforcer la robustesse économique des fermes laitières bio pour qu'elles soient encore là demain. Donc la rencontre, elle démarre par un projet de transformation avec une micro-laiterie que nous avons développée en fabriquant un yaourt brassé qui va être conditionné dans des poches de plus ou moins grande quantité.
un moyen de développer ce commerce, c'est grâce à une magnifique fontaine, donc qui est une très belle innovation qu'on a développée chez BioHello et qui nous permet d'installer des fontaines en restauration collective, les collèges, les lycées, les hôtels, et qui permettent une réduction drastique des emballages, puisqu'aujourd'hui, une poche de 5 kg, c'est 80% de plastique en moins par rapport aux petits pots plastiques. Et en plus, ça permet également de venir sensibiliser les consommateurs à une consommation éclairée par la bonne dose qu'on va se servir et donc réduire le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, pour nous, travailler avec la Banque de la transition énergétique, c'est très concret, puisque grâce à notre partenariat, on a pu acheter des fontaines grâce à un système de crédit bail et donc de pouvoir financer nos fontaines, de les placer en restauration collective. Ça nous permet d'accompagner le développement commercial des ateliers fermiers bio. Aujourd'hui, nous avons accompagné 3 fermes laitières sur le territoire et on a bientôt 5 puis 10 fermes qui vont suivre le projet. Donc ensemble, on peut créer un modèle vertueux si on fait filière. Excellent, merci. Belle présentation. Si. T'as arrêté le partage? C'est bon. Super. Du coup, je pense que ça vaut le coup quand même de représenter le projet rapidement, de quel territoire on parle, de quelle filière et de pourquoi pas de votre business model, puisque l'idée c'est à la fois de démontrer comment le système peut être vertueux en travaillant ensemble par filière et aussi comment il est rentable d'un point de vue économique. Ouais, et peut-être je reparle de la genèse du projet parce que ça, on n'en a Ouais, pas avec plaisir. parlé. Donc à l'époque, Christophe Audouin et Jean-Guillaume. Donc Christophe, il était DG des Prairies Bio des Deux Vaches. C'est lui qui a monté la marque chez Danone en intrapreneuriat. Ok. Et dans un plan stratégique, je pense en 2020 ou 2019, quelque chose comme ça, parce que Jean-Guillaume bossait avec lui, ils se sont dit, bah tiens, est-ce que on pourrait pas aider les fermes laitières bio de Danone, qui sont en Normandie, à réduire leur dépendance en collecteurs et donc à diversifier leurs débouchés. Et un moyen de le faire, ils se sont dit, bah, ça serait de venir transformer du yaourt à la ferme. Donc, voilà, ils posent ça sur un slide, ça va pas beaucoup plus loin. Mhm. Et après, ensuite, ils se prennent un peu à réfléchir au projet. Et finalement, il y a un projet d'intrapreneuriat qui se monte chez Danone et donc ils postulent. Et ils commencent à acheminer en interne leur projet. Et au bout de peut-être de 1 an ou 18 mois, ils se rendent compte que ça sera compliqué de le faire chez Danone. Et donc, ils déposent les statuts. Mais ils continuent à développer la solution de transformation et puis différents sujets en interne chez Danone. Et finalement, ils décident de quitter fin 2020, courant 2022, tous les deux, l'entreprise et de se mettre à 100% en entrepreneuriat et donc de développer ce projet. Et finalement, la concrétisation du projet, elle commence en juillet 2023 avec un lycée agricole. Donc c'est le lycée agricole du Valentin où se passe Tech and Bio. C'est un des gros événements de la bio tous les 2 ans, qui fait confiance à Jean-Guillaume et Christophe sur une On entreprise. parle de quel territoire là? C'est où cette ville dont on Et à parle? Bourg-les-Valences, dans la Drôme. Dans la Drôme, ok. Moi, c'est mon territoire, donc je le connais pas. En tout cas, ceux qui connaissent un peu la bio, l'agriculture bio, c'est un des événements importants. Et le lycée agricole du Valentin fait un peu référence sur les sujets de la bio. Donc, ils ont un D'accord. élevage laitier bio et puis également des pommes qu'ils cultivent et qui transforment. Et donc, ils font confiance à Jean-Guillaume et Christophe pour les accompagner sur le sujet de transformation. Donc ça, c'est un peu on va dire la genèse du projet. Et quand même, pour peut-être expliquer un peu plus ce qu'on fait dans le détail pour comprendre. Donc le parti pris un peu du projet, c'est de se dire qu'il y a plein de compétences qu'on a apprises dans la grande industrie qu'on peut venir remettre dans un réseau d'ateliers de transformation fermière. Donc nous on pense que si on veut changer quelque chose sur cette chaîne et surtout sur la répartition de la valeur, il faut qu'on change quelque chose parce qu'en fait le modèle actuel il est un peu verrouillé et donc on s'est dit bah pour créer de la valeur à la ferme, il faut transformer à la ferme. Et donc on s'est dit bah nous on va développer une usine. Donc on appelle ça une usine parce qu'on est vraiment plutôt je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, c'est petit et en même temps c'est très technologique. Donc on n'est pas sur de l'artisanal, on est plutôt sur des solutions de transformation où on a essayé de ramener le meilleur de l'industrie pour répondre à plusieurs enjeux. Le premier c'est de la sécurité alimentaire.
puisque en fait, vous verrez qu'on travaille avec plein de clients qui ont des exigences, en fait, qui ont les mêmes exigences que ça soit Danone, Lactalis Sodial ou nos transformations. Donc, on a ramené de la sécurité alimentaire et après, on a essayé de travailler sur les sujets de pénibilité et d'efficacité. Donc, comment on arrive à être performant, et pour être performant dans notre modèle, il faut faire quand même un peu de volume pour être aussi significatif sur la ferme. Donc, aujourd'hui, une ferme qui travaille avec nous, l'objectif, c'est qu'elle transforme 50% de son lait en yaourt. Ok. Et 50% du lait va continuer à être collecté, parce qu'on va pas recréer une nouvelle dépendance entre BioElo et la ferme. On va essayer de créer plutôt de la Diversification. diversification. D'accord. Et après, je le pose là, mais on a aussi ramené un sujet qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de gaspillage alimentaire dans ces chaînes-là. Vu on maîtrise vraiment la partie sanitaire, aujourd'hui, on date nos yaourts à 50 jours. Oui. L'industrie date à 30 jours, donc ça vous donne un peu la différence. Donc on gagne 20 jours de vie, ce qui nous Quasiment permet. tous les deux. Ouais, en fait, on a été travailler avec la DDPP, donc les vétos, avec les analyses qualité, leur montrer à 50 jours notre yaourt, il est nickel. Et en fait, ça change beaucoup de choses parce que ça nous permet de faire moins de production, d'envoyer des plus grosses palettes, et donc on va gagner de l'efficacité économique. Je vous parle beaucoup d'efficacité parce que, voilà, comme tu disais, il faut qu'il y ait un modèle économique et à la fin, nous, on veut démocratiser la consommation de yaourt bio. Et donc, à un Ouais. moment, il faut aussi qu'on soit accessible en termes de prix. Donc en fait, ça commence par là. Et donc, nous, on va suivre cette ferme on va l'aider dans l'ingénierie du projet de transformation. On va l'aider en ingénierie financière, aller chercher le maximum de subventions pour se faire accompagner. Et par contre, notre dogme, un peu, c'est l'agriculteur doit être propriétaire de son outil de transformation. Parce Ok. qu'en fait, si nous, on garde la propriété, à la fin, on changera pas grand-chose, puisqu'on pourra revenir capter la valeur si les On gens sera de changeaient nouveau dépendant. Ouais. voilà, ou le modèle changeait. Mais par contre, dans certains cas, c'est nous qui allons investir et ensuite revendre l'actif au bout de quelques années à l'agriculteur. Donc, Ça on allait a être ma aussi. question, le sujet du financement, comment financer les CAPEX, les capacités Bah, d'exploitation. sur la micro-laiterie, pour l'instant, on a 4 projets, on en a financé 2, et 2 ont été financés par les fermes. Et est-ce qu'on peut Et avoir un ordre d'idée de l'investissement que ça requiert pour créer cette ouais. laiterie? Alors, je vais vous sortir des prix, ça va vous paraître important parce que Bien sûr. on est sur des projets. Des mini-usines, hein, donc ça coûte cher de toute façon. Ouais, ouais, on est sur des projets entre 350 et 400 000 euros d'investissement entre le bâtiment, c'est-à-dire que installer un outil de transfo et puis tout le process de transformation. Mais Je en m'attendais à fait, ce qui pire, est mais bon. intéressant, c'est que c'est pas l'investissement pour des agriculteurs, c'est pas, ils ont l'habitude voilà, d'investir Oui. dans des tracteurs, dans plein de choses. Ouais. La différence, c'est ce que je vous expliquais après, c'est que nous, ce qu'on va apporter dans ce projet, c'est de la contractualisation, donc de l'engagement en volume, en prix, en durée. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va venir sécuriser ce projet en investissement par un engagement et une prise de risque que nous, on prend sur notre capacité à développer le commerce pour ces fermes et donc concrètement à remonter de la valeur et à créer de la valeur sur la ferme. Donc, quand l'agriculteur investit, bah, avant d'investir, il va déjà avoir un contrat signé avec nous sur où est-ce qu'il va en termes de volume, de prix et également dans une durée de 5 ans, parce qu'aujourd'hui, on est un peu encadré par le commerce, par Egalim. D'accord, c'était la question qui me venait à l'esprit, c'est des contrats au départ pour 5 ans. 5 ans qu'on renouvelle au bout de 5 ans, ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui est déjà pas mal. De toute façon, on part sur des investissements de 10 ans, donc 2 tranches de 5 ans, c'est-à-dire que ton D'accord. CAPEX. Et le retour sur investissement, il est plutôt. Quand est-ce qu'on peut être à l'équilibre, à ton avis, pour un agriculteur, en théorie? Le retour, ouais, alors peut-être je réponds d'abord Si un tu peu sais, hein. différemment et après on pourra recalculer ensemble. Euh, Après, je vais pas donner de prix non plus parce que ça n'a pas non plus trop le droit, mais pour donner un ordre de grandeur. Quand on fait comment est-ce qu'on contractualise? Parce que c'est quand même intéressant. Je pense que là-dessus, on a été très innovant. Moi, c'était mon Dites-moi. métier chez Danone. J'ai Hum. créé les contrats pour quand on est Les sorti des relations avec les quotas. fermes. J'étais en charge de la contractualisation pour avec les éleveurs bio. Hum. On a posé à l'époque a quand même inspiré un peu ce qui s'est passé dans les Egalim, hein, intégration des coûts de production, sortir un peu du tout marché. Là, ce qu'on a fait comme moi, quand je suis arrivé chez BioLo, c'était mon premier sujet de dire comment est-ce qu'on arrive à trouver un système de contractualisation où chacun est gagnant et sécurisé. Donc nous,
notre contrat est certifié équitable. Donc, ça veut dire qu'on a un engagement dans la durée de 5 ans. On a un engagement sur les volumes. Et ça, c'est assez intéressant puisqu'on va s'engager sur vraiment une route de développement commercial. Donc, l'agriculteur va nous dire, moi, je vous confie X% de ma production. Et ce qui est important, c'est qu'il va avoir le choix, il va faire le choix. S'il veut nous confier 100%, il va nous confier 100% et ça sera son choix. S'il veut nous confier 80%, il nous confie 80%. C'est un chef d'entreprise, donc on va être sûr qu'il prenne sa décision à chaque étape de ce projet. Et une fois qu'il va nous confier la capacité, nous, on va mettre un volume de développement commercial. Si on fait pas le commerce, on va venir lui payer des pénalités. Donc, c'est notre engagement volume de dire si on n'est pas bon, eh ben, on va te payer des pénalités parce que, pour amortir justement ton investissement sur ta ferme. Donc, ça a été un autre moyen, en tout cas, de montrer notre engagement pour les projets et surtout pour les premiers parce que maintenant qu'on a 4 fermes, on commence à avoir du volume. Je veux dire, de respecter les volumes, c'est plus facile, mais surtout les tout premiers, il y avait quand même une crainte qu'on vienne mettre en concurrence les fermes, qu'on vienne sur le prix, etc. Et après, on va contractualiser sur le prix et on a plutôt vraiment une construction livre ouvert, hein, c'est-à-dire on va prendre les coûts d'investissement, on va prendre les coûts de main-d'œuvre, les coûts d'énergie, tous les coûts. Et après, on va venir valoriser le travail par une expression du prix du lait dans le yaourt. Et donc, plus on va développer l'activité, plus on va créer de valeur. Nous, on va acheter moins cher, mais on va relâcher plus de valeur à la ferme. Donc, on a vraiment un système assez vertueux de nous, on achète de moins en moins cher et la ferme crée de plus en plus de valeur. Je vous donne. Donc, ça, c'est vraiment la mécanique qu'on a mis en place. On a un prix d'achat qui est propre à chaque ferme. Donc, c'est-à-dire qu'une petite ferme, on va acheter un peu plus cher. Une grosse ferme, on va acheter un peu moins cher. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre péréquation et on pense que c'est important. Et par contre, une grosse ferme va faire plus de volume et donc plus de valeur nominale. Donc, c'est un peu notre choix de dire, à la fin, tout le monde va s'y retrouver. Et le fait d'avoir des fermes qui font 250 000 litres de lait, peut-être d'autres plutôt 600 000, 700 000, ça fait partie un peu de notre, de la réalité des territoires avec lesquels on bosse. Et c'est comme ça qu'on veut en tout cas développer notre modèle. Et pour te donner quelques ordres de grandeur, nous, on parle de valeur créée. Donc, on a 3 façons de créer de la valeur dans ce projet. On la crée par la valeur dans le lait et on va créer, je vais faire le calcul rapide, mais entre 25-30 000 euros de valeur sur la marge du yaourt. C'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. On va créer au moins un emploi sur la ferme. On le dit parce que c'est un sujet hyper important dans la dynamique sociale Les fermes? des fermes, pardon, merci, de remettre de la main-d'œuvre dans les fermes, en fait, pour créer de la flexibilité, pour créer de l'organisation du travail. Donc, on va créer, dans un premier temps, puis potentiellement 1,5, voire 2 ETP sur la ferme. Et après, il va également amortir son outil et donc créer de la valeur sur sa ferme. Donc, c'est les techniciens de production dont on parle qui produisent le lait dans la ferme. Ouais, donc dans notre modèle de contractualisation, on a les ETP qu'il faut embaucher, le coût en tout cas. Après, la ferme va faire c'est pareil, ce sont des chefs d'entreprise. Si l'agri veut transformer la moitié de son temps parce qu'il a envie de s'investir, il peut le faire et se faire rémunérer pour. Il peut embaucher quelqu'un pour peut-être faire la traite ou faire la transformation. Donc ça, c'est après le modèle organisationnel de la ferme. Il va être propre à chaque ferme, et il va être aussi propre à j'ai déjà des gens qui bossent sur ma ferme, peut-être à mi-temps, demain je vais les passer à plein temps. Donc en fait, il y a la valeur créée par la vente de yaourt, mais je pense que c'est aussi l'oxygène qu'on crée, parce qu'en fait, un lait qui est collecté par une laiterie, quand il fait du yaourt, en fait, le chiffre d'affaires va être multiplié par 3 ou 4. Donc en fait, ça va créer plus de chiffres, il y a plus de charges, mais en tout cas, ça crée de l'oxygène sur la ferme pour prendre des décisions qui sont un peu différentes, d'embaucher ou de réinvestir s'il veut. Donc ça, je vous explique un peu le modèle parce qu'il est important. Et une fois qu'on achète ce yaourt, donc nous, on va vraiment travailler avec la ferme sur les engagements qu'on a. On va lui dire, la semaine prochaine, voici ce qu'il faut que tu produises. Tout ce qu'il va produire, on est responsable, on va lui acheter. Et nous, on va organiser tout le développement commercial, la logistique, la facturation, le recouvrement de factures pour ce réseau de ferme avec une équipe qui est chez Biohello. Donc, on est présent en amont du projet jusqu'à accompagner l'agriculteur à faire du yaourt. Une fois qu'il sait faire du yaourt, nous, on va opérer plutôt la partie supply chain en sortie de ferme. Ouais. Et donc, accompagner la commercialisation, ça veut dire trouver les débouchés. Et donc, les clients de Biohello, ce sont à la fois des collectivités locales, des institutions publiques et des distributeurs, j'imagine. Ouais, tout à fait. Donc, et peut-être je reviens et je vais répondre à la question sur la partie client. On s'est dit on va pas faire de pot de plastique parce qu'en fait dans un environnement fermier, faire du pot de plastique c'est
très consommateur de temps et très consommateur d'emballage. Donc, on s'est dit, on va plutôt faire de la poche, mais plutôt pour des raisons à la base d'efficacité de travail. D'accord. Donc, on a commencé à dire, bah, tiens, on va faire de la poche. Et puis, bah, une fois qu'on a de la poche, 5 kilos, tu sais, bah, il va falloir qu'on la distribue. Et donc, on a co-développé une fontaine avec un fournisseur pour pouvoir distribuer justement ces poches de 5 et maintenant 10 kilos en restauration collective. Donc, c'est parti plutôt d'un projet d'opération et ça en est devenu un projet de développement commercial grâce à la fontaine. Donc, aujourd'hui, on ne fait que des yaourts brassés. Ça, je le dis parce que en environnement fermé, il y a très peu de yaourts brassés produits et on le fait sans poudre de lait. C'est-à-dire qu'on rentre un litre de lait entier, on met 2 ferments et à la fin, on a un magnifique yaourt au lait entier bio avec une magnifique texture. Et c'est un peu tout ça là, qu'on a ramené en termes de compétences aussi de l'industrie. C'est comment est-ce qu'on fait un magnifique yaourt? Bah, c'est énormément de petits process, paramètres et suivi qui nous permet en fait de faire ce yaourt à la fin. Aujourd'hui, si on achète 3 cuves, voilà, à quelqu'un sur le marché, on est incapable de le faire. Donc le fait d'avoir vraiment mis de la compétence technique sur la transformation, c'est clairement quelque chose d'important. Et en fait, aujourd'hui, on a 2 recettes. On fait du yaourt nature et du yaourt vanille. Pareil, on s'est dit, on va faire une gamme très courte parce qu'on veut être efficace et on va adresser 80% du besoin, mais c'est pas grave. En fait, ceux qui font de la fraise, de l'abricot, eh ben, c'est eux qui vont vendre des yaourts aux fruits. Nous, on s'est dit, on va plutôt être mainstream. Et à chaque fois, on s'est dit simplicité, efficacité. Et surtout zéro gaspillage. Vu qu'on a que 2 recettes, on n'a jamais un yaourt qu'on détruit. Et on a une longue DLC. Donc ça, on est un peu omnibulé par ça, mais on pense que c'est vraiment important dans la façon d'approcher les choses. Et donc, et à la fin, on conditionne, par contre, dans des poches. Donc, on a une poche de 700 grammes, qui est notre format plutôt développement magasin. Donc là, on commence à avoir des prémices de choses intéressantes sur les magasins. Donc, on est rentré chez Grand Frais, donc un yaourt bio chez Grand Frais. C'est assez intéressant de se dire, nous, on est avec notre principe de faire remonter de la valeur, d'être présent sur des territoires. On intéresse aussi des acteurs qui valorisent en fait le fait qu'on travaille avec les fermes et qu'on ait une offre nationale et en même temps multiterritoriale. Et ensuite, on a des poches de 3 kilos, de 5 kilos et de 10 kilos. Donc ça, qui sont plutôt des options pour la restauration collective. Et en restauration collective, on travaille avec, je ne sais pas si c'est tous, mais à peu près tous les réseaux. Donc des réseaux D'accord. plutôt publics. Donc par exemple, on travaille avec toutes les écoles primaires de Marseille. On a gagné l'appel d'offres avec des partenaires. Et donc tout le yaourt consommé à Marseille dans les écoles primaires, c'est du yaourt qui est fabriqué dans la Drôme. On travaille avec 2 caisses d'arrondissement à Paris. Donc là, c'est du yaourt qui est fabriqué en Normandie. Et après, on a également un fort développement dans les hôtels, puisqu'on on avait gagné l'appel d'offres Accor, on vient de le regagner. Donc là, on a maintenant d'avoir 80 ou 100 hôtels qui bossent avec nous de la chaîne Accor et on va continuer à le développer. Et après, on va travailler aussi beaucoup en resto d'entreprises privées. Donc là, Ouais. on a beaucoup et on pense que l'après-Covid et le fait d'avoir envie de refaire revenir les salariés, on a certaines entreprises qui réenchantent un peu leur offre. Et donc, le fait fontaine, un produit de qualité et puis quelque chose d'un peu innovant intéresse pas mal aussi des sociétés de restauration. Et après, on a aussi pas mal de développement avec des casernes, par exemple, et toute la partie centre de vacances. Donc, on travaille beaucoup avec UCPA, par exemple. D'accord. Vous avez quels arrondissements à Paris? On a un peu les pionniers de l'alimentation qui sont le 20e. Hein, c'est un peu c'est notre premier client, le 20e arrondissement, D'accord. dans l'histoire de BioHello. Et je vous dis ici, tu me poseras peut-être la question sur De la Ferme BioHello, parce que je vais utiliser les 2 mots, mais BioHello, c'est notre entité juridique, notre marque Oui. commerciale, c'est De la Ferme. Ouais. Le 20e et le 19e, Ok. pour Bon, l'instant. qui sont les arrondissements de Paris les plus populaires en plus, donc c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça répondait à tes questions. Ouais. Ouais. Oui, mais ça part dans tous les sens, mais c'est très bien. Moi, je me demandais également, est-ce que ça coûtait beaucoup plus cher ou non? Tu as beaucoup parlé d'efficacité. Est-ce que votre produit, il est plus cher que le reste parce qu'il est bio, parce qu'il est local, parce qu'il est mieux fait, qu'il est meilleur? Ou est-ce que vous arrivez à être pleinement compétitif? Comment ça marche en termes de prix et de compétition sur le marché? Ouais, alors ça dépend à qui tu te compares. Clairement, on est plus cher qu'un yaourt industriel au lait écrémé. Ouais. Bah, je te dis, en fait, ça, c'est un peu des marchés sur lesquels on ne pourra jamais aller. Ok. Par contre, on est bien placé et on prend des parts de marché à des acteurs
conventionnels, plutôt de type PME. Donc sur D'accord. ce marché-là, on est compétitif. Ce qui est important. Donc par exemple, ouais, ça peut être des yaourts type Malo, Savoie Yaourt ou autre. Oui, Là, je vois. on est compétitif dans ces gammes de prix. Donc ce qui nous Sachant, permet, sachant que ce ne sont pas forcément des produits bio, où il y a ce des, ne où sont pas des produits, contenus des- c'est pour ouais, ça que je les cite. ouais. D'où le terme convention. Euh, et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant avec notre offre, c'est qu'on arrive avec une offre qui est innovante avec La Fontaine. On n'a pas de pot de yaourt, hein. Donc en fait, on n'est pas comparé directement avec un pot de yaourt. Oui, ouais. Et par contre, ça demande forcément, quand on arrive sur un site, une volonté de changement. Donc, soit par exemple de l'éducation au gaspillage, il y a des mairies qui nous prennent en disant, bah, dans les primaires, je vais mettre une fontaine, et en fait, ça va être un outil de sensibilisation. Mm. L'enfant va venir se servir, prendre la bonne quantité, lire d'où ça vient, comprendre ce qu'il consomme. Donc, on a aussi un outil de pédagogie qui peut être mis en place. Et après, sinon, on peut avoir aussi des volontés de réduire drastiquement les emballages. J'en ai pas beaucoup parlé, mais sur les poches de 10 kilos, on est entre 90 et 95% de plastique en moins par rapport au pot de yaourt. Et sur les poches de 5 kilos, on est entre 80 et 90%. Donc, c'est quand même assez significatif. Par contre, ça demande quand même d'aller changer une poche pendant le service. Donc, le pot de yaourt a aussi vachement de praticité, hein. Je ramène un plateau avec Bien des pots sûr. de yaourt. Ils sont là et puis les enfants n'ont plus qu'à se servir. Donc Mm. ça, c'est pas, on n'est pas en train de dire notre solution elle est magique, elle est simple à Non, mais elle implanter. réduit les emballages et. Elle réduit les emballages, elle reconnecte directement aux fermes, hein, parce que sur chaque fontaine, on sait de quelle ferme ça vient. Donc on est capable de garantir une traçabilité de nos poches sur de tous nos yaourts vers les fermes, et également ce qu'on est capable de proposer à des acteurs nationaux, c'est finalement une offre qui a un peu la même approche en termes de production, par contre qui a sa typicité du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 4 yaourts qui sont différents. On a une ferme qui a de la Brune des Alpes dans Lozère, une autre qui a de la Jersiaise, une autre qui a de la Montbéliarde, et clairement, quand on goûte les 4 yaourts, on a 4 yaourts qui sont un peu différents. On a les mêmes ferments, par contre, on a de la typicité, de l'hétérogénéité entre les yaourts. Et c'est ça qui est chouette. On pense que nous c'est chouette. Mm. Et nutritionnellement, on a un yaourt au lait entier et bio. Et on voit que les crèches commencent à s'intéresser aussi à notre projet, puisque qui dit les matières grasses la matière grasse, c'est super important, hein. Pourquoi on dit de manger du lait? C'est pour manger aussi de la matière grasse. Donc quand on les crème et qu'on la revend et qu'il reste plus que du lait crémé, en fait, on n'a pas tout à fait le même produit. Et puis le Mm. fait qu'on soit en cahier des charges bio, ça veut dire pâturage, donc ça veut dire plutôt des bons acides gras en consommation. Est-ce qu'on peut, en tant que Français ou habitant de la Drôme ou de je ne sais quelle raison, être heureux de savoir que le partenaire fabricant des machines est français ou c'est impossible de produire local? Qui produit les machines? Si tu as le droit de le dire, Ouais. mais est-ce que Non, c'est un merci pour partenaire local? Après, tu vas avoir une machine, c'est marqué derrière, hein, donc ça, c'est pas. Si, en effet, c'est une fierté parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal on va dire, de gens qui achètent des machines qui sont plutôt fabriquées assez loin. Nous, on travaille avec un partenaire qui est en France. Ok, Pour être précis, les frigos sont achetés en Italie, parce que l'Italie, c'est un peu les super, ils sont très très bons en frigo. d'accord. Voilà, le plus gros fabricant de frigo en Europe. Et par contre, à partir où on a le frigo, toute la conception est faite à Nantes chez Caméléon. Donc Caméléon, D'accord. c'est une autre fournisseur de fontaines avec qui on a co-développé cette fontaine. Donc c'est une fontaine française. Et si on s'intéresse plus précisément à votre business model, si on a compris qu'il y avait une logique de coopération, de territoire, comment vous, concrètement, vous gagnez votre vie? Ouais, donc merci pour la question. On est sur la chaîne, on peut se considérer comme un grossiste, hein. Alors même si c'est des fois pas, finalement on va venir acheter des produits aux fermes Mhm. avec un contrat, des engagements, et après nous on va opérer la logistique et venir revendre ces produits majoritairement à des grossistes. Donc on s'appuie sur un réseau de grossistes pour justement D'accord. aller jusqu'à nos clients finaux. Et on fait également on a quelques relations aussi en direct où là, on va venir livrer directement les clients, mais ça dépend vachement des volumes qui vont être faits.
En fait, aller faire du direct sur de l'épicerie, c'est un non-sens Bien sûr. économique et environnemental. Et le fait de s'appuyer sur des grossistes avec qui on a des super partenariats, on profite aussi de leur développement commercial. Donc nous, on a des commerciaux, mais en plus, on a un grossiste qui va venir proposer notre offre à ses clients qu'il a dans son réseau. Donc nous, on va venir prendre une marge sur entre l'achat de yaourt et la vente de yaourt. Et dans la vente du yaourt, on va également venir facturer une partie pour la fontaine, parce que les fontaines sont notre propriété. Et en fait, ça nous permet de venir créer de la valeur sur plutôt du serviciel, et donc de prendre un peu moins sur la partie justement yaourt. Donc notre modèle économique, il est double. Il est sur l'activité de vente d'un produit, mais également la mise à disposition d'une fontaine. C'est clair. Et donc, bah, c'est ça qui doit nous faire vivre en tout cas. Et à date, du coup, tu vas parler de 5 fermes, c'est ça, qui sont pleinement opérationnelles ou en développement avancé? Alors, on a équipé 4 fermes d'une micro-laiterie qu'on Mhm. a développée. Et après, on a combien? On a 7, 8 relations. Parce que j'en ai pas trop parlé, mais on fait également de la commercialisation de compotes purée de fruits. Et la première ferme avec qui on a bossé, qui est le lycée du Valentin, en même temps qu'ils ont installé un outil de transformation de yaourt, ils ont également installé un outil de transformation de leurs pommes en compote, qu'on n'a Mhm. pas accompagné techniquement. Par contre, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des clients qui étaient intéressés aussi par de la compote. Donc, on a commencé à en commercialiser. Et on a développé d'autres partenariats sur d'autres territoires avec des pomiculteurs et avec Ouais. des transformations de purée de fruits, dans lequel on n'intervient pas techniquement pour l'instant. Mais en tout cas, Et on c'est sait. en relief le fait qu'à chaque fois, un projet, c'est du sur-mesure, parce que c'est un territoire différent, c'est une exploitation différente, c'est une taille différente, c'est des volumes Tout à différents. fait. C'est Mm. c'est des C'est de organisations l'ingénierie par ferme, quoi. différentes. Ouais, complètement. Et c'est ça peut-être, ouais, je pense que c'est ça aussi notre force. On va vraiment pas venir dupliquer un modèle de manière, on va à chaque fois trouver la meilleure solution pour la ferme, que ça soit d'installation, où est-ce qu'on va la mettre dans la ferme, quelle quantité on va transformer, comment on va financer, quoi. Et c'est toutes ces discussions qu'on a entre la première prise de contact jusqu'à la réalisation de ce projet-là. Donc on est vraiment sur du sur-mesure avec les éleveurs avec qui on travaille. Ouais. Ni peut-être sur la partie business avant de t'interroger sur la partie régénérative, restauration, ou régénération de la biodiversité, etc. Sur la partie business, vous avez quel business plan, quelles ambitions, quel plan de développement pour une start-up qui devient une sorte de scale-up et qui accélère et qui a multiplié par 10 ou 20 sa croissance ces dernières années. Du coup, quelles sont vos ambitions là dans les prochaines années? C'est quoi les objectifs? C'est 25 fermes? C'est tel chiffre d'affaires? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur vos projets? Est-ce qu'il y a de l'export qui s'annonce ou déjà il faut déjà bien mailler le territoire français? Voilà, quels sont vos projets? Hmm. Bon, après, on a plein de chiffres, mais je sais pas si. Non, mais Non, non, c'est mais en fait, un dans le ordre sens d'idée où, sur les idées de développement. ouais, ouais, bah, pour donner un ordre d'idée, cette année, on va commercialiser, je pense, autour de 500 tonnes de produits. Donc, ça Mhm. paraît beaucoup quand je le dis comme ça. Le, le marché du yaourt, c'est 1 million de tonnes, je crois, si je dis pas de bêtises en France. D'accord. Ok. Donc voilà, on reste Un une petit acteur. micro-poussière, hein. Mhm. Donc c'est clairement un énorme marché. Euh, sur les 2 dernières années, on a multiplié par 2 notre développement. Donc, je sais pas si on va le faire. En tout cas, on va essayer de le faire encore 2, 3 années. Ouais, en tout cas, d'essayer de développer. Et donc, ce qui veut dire à peu près, dans nos plans de marche, on a entre 2 et 3 fermes qu'on va accompagner tous les ans. Ok. C'est ça à peu près le plan qu'on a. Mais en fait, c'est pas installer des outils à tout prix. On a un projet qui est tiré par le commerce, hein. Donc, on démarre des fermes quand on a de la certitude qu'elles vont transformer dès le premier jour. Donc ça, c'est un peu l'engagement qu'on a avec les agris. On va travailler le projet et à un moment, on va dire, bah, on attend 3 mois ou 6 mois. Et là, on va dire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et on sait que dans 6 mois, voilà, le temps de faire le projet, il y aura des Ouais. volumes à transformer. Ouais. Pour pas se retrouver avec un outil, on a investi et puis rien faire. Donc ça, c'est comme si on est vraiment, on essaie de réconcilier beaucoup nos ventes et notre développement de capacité, mais on fait très très attention
à démarrer une ferme s'il y a du potentiel, s'il y a déjà du commerce qu'on peut rebasculer parce que au tout début de l'aventure, on parlait de local, mais nos produits de la Drôme, ils montaient à Paris, hein. Parce que nos Mhm. clients nous ont dit, on a envie de bosser avec vous. Et on leur a dit, nous, dans un an et demi, on aura une ferme en Normandie pour fournir Paris. Et Mhm. c'est ce qu'on a fait. On a posé une ferme en Normandie qui fait Paris. Ensuite, on est revenu en Auvergne-Rhône-Alpes. On est parti en Occitanie. Et petit à petit, on est en train de déployer. Et là, je dirais qu'on a ouvert plus de territoires peut-être que ce qu'on a en termes de présence. Donc maintenant, faut qu'on aille trouver D'accord. des fermes, mais en même temps, il faut qu'on ait assez de volume nationalement pour être sûr que les outils soient économiquement viables par la transformation. Concernant le projet Euh, entrepreneurial, vous-même, parce que la société est encore récente, est-ce que vous pouvez vous payer? Est-ce qu'il y a une échéance pour que vous puissiez vous payer un temps soit peu? Qu'on donne un ordre d'idée à des gens qui voudraient se lancer mm, dans ce mm. type de projet. Ouais, en effet, je dirais qu'on a eu la chance de partir de grands groupes et je pense que c'est une chance pour BioHello parce que ça a permis de pas trop charger l'entreprise. Je sais pas si on serait, si on avait dû tous se payer tous les trois dès le début, je sais pas si on serait encore là. Ouais, Donc c'est clairement ça, c'est une chance et en même temps on savait que c'était la prise de risque. Euh, sur trois, on se paye deux sur trois et d'ici début d'année prochaine, trois sur trois. C'est ça pour te donner un ordre de grandeur. Voilà. Donc non, je pense que de toute façon les deux premières années, vu le chiffre d'affaires qu'on faisait, c'était impossible de payer toute la structure. Donc là, la priorité qu'on a donnée, c'est sécuriser les projets à la ferme, payer nos salariés, et puis après, bah, une fois que on va dire les assos, quoi, les fondateurs, c'est la troisième priorité dans le projet. Ouais. on voit bien que tout le projet a un ADN hyper vertueux. Et est-ce que, au-delà de cette performance industrielle entre guillemets qui est nécessaire parce qu'on se bat sur un marché avec d'autres acteurs dans un monde capitaliste, est-ce qu'il y a aussi toute une batterie d'indicateurs qui sont mis en place pour pouvoir s'assurer, déjà les fermes sont bio, donc tu me diras, on parle d'une bonne base pour aller vers le régénératif de toute façon, mais comment vous jouez votre rôle là-dedans d'un point de vue local pour s'assurer que c'est vertueux? Je pense que tout ce dont on a parlé, c'était très économique, c'était très, on parle de filière, donc de local, de partage de la valeur, au lieu qu'un gros acteur accapare la valeur et que un fournisseur ou un client soit lésé potentiellement. Est-ce qu'on on peut mesurer un tant soit peu dans votre activité la partie euh, restauration, préservation, régénération de la biodiversité, tous les sujets qui nous tiennent à cœur dans le cadre des lauriers de la régénération. Ouais. Je- il y a un acteur dont j'ai pas parlé, mais qui est clé en France hein, sur les filières bio qui s'appelle Biolay. Ok. Pose là parce que Ben, Biolay, j'en connaissais pas l'existence, donc c'est intéressant d'en parler. ouais, Biolay, c'est un GIE de collecte, hein, donc il y a 50% du lait bio qui est collecté en France, qui est collecté par Biolay. Ok. Donc ça fait partie des acteurs hyper importants sur la filière. Euh, et derrière Biolay, il y a un cahier des charges agronomique par rapport à la bio. Et là, sur les quatre fermes, il y en a trois qui sont collectées par Biolay, puisque également dans ses statuts, Biolay autorise le producteur à développer la transformation à la ferme, ce qui n'est pas le cas de tous les collecteurs. D'accord. Euh, on discute de plus en plus avec Biolay, puisqu'on a des enjeux communs de reterritorialisation. Et nous, on n'a pas de volonté de poser un cahier des charges agronomiques. On n'est pas du tout, on est, voilà, les agrimeurs de l'empilement des cahiers des charges. Hmm. Donc on a plutôt tendance à se dire qu'on va s'appuyer sur des démarches existantes. Voilà, le cahier des charges Biolay il est juste génial en termes de nombre de jours de pâturage, d'achat des aliments. Donc ils ont une super charte et ils communiquent d'ailleurs en magasin avec leur logo qui s'appelle Il est là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc voilà, on discute assez sérieusement avec Biolay pour voir comment est-ce qu'on peut encore plus se rapprocher. Nous, on s'est dit, on a plein de convictions agronomiques, c'est pas notre rôle en fait. Notre rôle, il est plutôt de se dire,
si on veut qu'il y ait encore de l'élevage sur le territoire, en tout cas, nous, on pense que ça doit être plutôt des fermes bio qui doivent rester parce que dans le cahier des charges bio, on a une sécurité sur le maintien des prairies, sur le pâturage. Il y a des fermes conventionnelles qui travaillent super bien. C'est pas, en fait, je suis pas en train de dire que conventionnel fait mal. Par contre, il n'y a pas de D'accord. cahier des charges. Dans le conventionnel, il y a une diversité qui est juste hallucinante, en fait, entre des fermes très intensives et des fermes qui vont vraiment pas être très loin de fermes bio. Euh, D'accord. et après, donc ça, c'est pour répondre. Et donc, nous, on a plutôt vertu à maintenir et j'espère qu'on va réussir à embarquer de la reconversion, de la conversion vers la bio. On dit toujours à des agris qu'on rencontre, tu veux bosser avec nous, pas de souci. Engage une conversion et nous, on va venir te sécuriser ta conversion par la vente de tes produits. On pense que ça, on espère que ça se concrétisera prochainement. Et donc, on pense que notre rôle, il est plutôt là, de créer de la valeur, de la partager pour qu'on ait encore ces fermes-là sur le territoire. Et donc, quand on dit ferme bio, bah, on parle de biodiversité, on parle de haies, on parle de prairies, on parle d'eau. Donc, c'est ce système-là qu'on a envie de, en tout cas, préserver. Et après, nous, nos deux indicateurs d'impact dans l'entreprise, c'est la remontée de valeur sur les fermes et c'est le plastique qu'on économise. Donc, on n'a pas beaucoup d'indicateurs, hein, on en a deux. Ouais. Et à côté de ça, on est en train d'ouvrir un super chantier aussi sur toute la partie eau et énergie de notre transformation. Donc là, on est en train de se dire, on a stabilisé la transfo. Maintenant, la nouvelle page qu'on ouvre, c'est comment on a un modèle qui est encore plus robuste, c'est-à-dire qui consomme moins d'eau et qui consomme moins d'électricité. Donc là, on est vraiment en train de travailler sur des solutions intéressantes. J'espère qu'ils verront le jour bientôt pour vraiment diviser par 5 ou 10 nos consommations. Donc ça va être vraiment drastique. Et également, on travaille sur toute la partie produits de nettoyage pour les recycler et que ça finisse pas plus dans les fosses à Lizy, en fait. Donc là, on est en train de travailler sur tous les sujets où on pense que nous, on doit les bosser dans notre cercle d'activité. Voilà. Comment Et ce qui après, m'interpelle dans ce que tu dis, c'est comment tu peux faire de l'efficacité et de la robustesse en même temps. Parce qu'en réduisant beaucoup, beaucoup, est-ce qu'on est à un côté, j'imagine, un peu juste à temps et on se dit si non, c'est non, comment on non. peut faire à la fois de l'efficacité et de la robustesse. Bah, en fait, on se dit, faut qu'on soit quand tu regardes ce qui se passe au niveau international, notre modèle, il est assez résilient, hein. Mhm. Pas d'engrais hein, acheté. Toi, c'est de l'engrais organique Ok. en Bio. bio. Euh, Peu de plastique, on consomme très peu de plastique. Donc en Mhm. fait, quand je dis on est résilient, on le voit même économiquement. En fait, on est peu impacté par les énormes envolées de gasoil, et c'est quoi, de pétrole, pardon. Et on se dit sur la transformation, faut qu'on trouve les solutions pour justement réduire la consommation d'électricité, donc drastiquement, pour qu'en fait on soit également moins consommateur et plus robuste. En tout cas, qu'on a un modèle qui s'affranchisse des énormes à-coups économiques. Et donc on le travaille plutôt sur la consommation. Et après sur le plastique, on a déjà fait 90% du chemin, mais on est aussi en réflexion sur comment est-ce qu'on va à 100% du chemin, c'est-à-dire qu'on consomme carrément plus de plastique. Mais ça demande du développement, ça demande un De peu d'investissement. l'éco-conception pour avoir des poches qui ne soient pas en plastique, issues de Tout matières. à fait. Et après, là, si tu vas parler d'économique, parce que forcément, il faut que tu ailles les récupérer, relaver, etc. Et donc, est-ce que faut aller le travailler pour tester après avec des acteurs s'ils sont prêts à payer un peu plus cher pour justement se passer de plastique demain. Parce qu'il y a toujours plein de volontés de dire on veut plus de plastique. Ok, personne veut plus. Si on pouvait s'en passer, on s'en passerait tous demain. Là, sur des solutions dans restauration, faut trouver des solutions un peu comme ce qu'a fait la brasserie. Hein. La brasserie, ils ont pas de plastique. Hein. Ils font tout avec des fûts en inox. Ils récupèrent les fûts, ils ont les flux, mais vu qu'ils font de la masse, ils ont trouvé le modèle économique. Donc voilà, nous c'est un peu notre vision un peu plus le moyen terme, mais on aimerait en tout cas voir si on peut pas trouver des solutions. C'est la démarche jusqu'au bout, ouais. C'est ça. Et on s'est dit quand on nous dit vous avez encore du plastique, on dit oui, mais on a déjà fait 90% du chemin. Donc, Ouais. Je voilà, ne c'est sais toujours la pas ligne si de crête entre l'économique et l'impact, quoi. Comment est-ce que tu restes sur cette ligne de crête sans tomber d'un côté ou de l'autre? je connaissais pas la brasserie, mais je connais le fourgon qui fait la Hmm. distribution à Non, mais domicile de je dis bouteilles. la brasserie parce que c'est un modèle qui est quand même assez inspirant dans sa capacité justement à avoir adressé le sujet emballage, en tout cas via le fût. D'accord, ouais, ouais, tout à fait, c'est similaire. Ok.
Je ne sais pas si nos auditeurs ont envie de te poser des questions, puisque l'heure tourne très vite. En tout cas, n'hésitez pas à lever la main et ou à poser directement une question à Pierre-Marie. Moi, je pense qu'on a bien appréhendé le projet aujourd'hui. Stéphanie, est-ce qu'une question te vient à l'esprit? Je sais pas si elle est parmi nous. Stéphanie, Ah. est-ce que je suis sûr que tu as écouté attentivement, mais est-ce que toi, tu as une question par curiosité ou par rapport au sujet que tu traites, tu aimerais poser? Non, j'ai pas de questions. C'est passionnant. Moi, j'aurais une Non, question mais sur. vraiment, en plus, c'est voilà, c'est un sujet, on en parle encore ce matin avec le modèle de C'est qui le patron. Enfin, c'est des sujets, je pense, qui vont toucher les gens directement. Enfin, les yaourts, c'est un truc qu'on mange tous les jours. Donc, c'est ça aussi qui est fort, c'est que on se rend compte que sur un produit du quotidien, on peut faire différemment, quoi. Et c'est génial parce que vraiment, les polyyaourts, on en a tous partout. Et à part faire ses yaourts soi-même, on ne sait pas trop comment faire différemment. Et je pensais aussi à toutes les hôtelleries hein, qui ont quand même pas mal progressé sur l'offre, puisqu'ils sont capables aujourd'hui de ne pas nous mettre des petits contenants de pots de confiture là. Donc là, pour moi, c'est dans la même ligne. Hein. Donc ça devrait, avec Accor, c'est bien, mais je pense que vous en aurez d'autres. Ça, Ouais, je on a d'autres bravo. discussions avec d'autres chaînes, en effet, ouais. Ouais. Ouais, complètement. Mm. Et je crois que quelqu'un d'autre a essayé de poser une question en parallèle, non? Ou j'ai Oui, c'est rêvé? moi, c'est Jérémy Dumont. C'est Donc, Jérémy. je me disais, Pierre-Marie, qu'est-ce qui est inspirant dans ce que tu fais maintenant pour des grands groupes? Je crois que tu étais avant dans un grand groupe. Donc, qu'est-ce qui serait une idée vraiment inspirante, déjà opérationnelle, qui pourrait implémenter et il y a, enfin, il y a aucune raison qu'ils n'y aillent pas, quoi. Ma deuxième question, c'est, il y a vraiment une chute de consommation du lait avec, en France, là, pas forcément sur les yaourts, mais sur le lait, avec vraiment euh, ben, la difficulté à le digérer. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment une différence de qualité qui fait que vraiment aujourd'hui, plus en plus de personnes voilà, sont intolérantes au Tolérante? lactose ou Mm. ou est-ce qu'il y a des modèles de production qui ont changé, qui font qu'aujourd'hui, voilà, ça devient, voilà. Ouais, sur celle je vais commencer par la deuxième, mais là, je suis pas, ouais, je pense que je suis pas du tout assez pointu. Je vais te partager une discussion que j'ai eue avec un éleveur belge l'autre fois qui me dit, il était conventionnel intensif, donc plutôt vache, maïs, soja. Il me dit ma fille petite, intolérante au lait, incapable de boire du lait, finit à l'hosto. Et il a complètement converti son exploitation. Il est passé sur lait de foin, herbe, et il me dit sa fille a repris du lait, elle n'est plus intolérante au lait. Donc bon, après, je te partage cette expérience, mais je trouvais ça intéressant. Et en fait, il y a plein de recherches autour, en ce moment autour de plein d'acides gras. Et même, c'est même plus oméga 3, oméga 6. Hein. Là, on parle de A2. C'est c'est ce qu'on trouve dans le lait des brunes. Et ils disent en termes de digestibilité, par exemple, le lait des brunes des Alpes est beaucoup plus digestible quand il est nourri à l'herbe hein, qu'un lait Mhm. de Primolstein, par exemple. Donc, après, je sais pas si c'est notre évolution humaine parce qu'on en consomme moins ce que mangent les vaches. Hein. Mais en tout cas, un lait à l'ensilage ou un lait à l'herbe n'a pas le même goût et n'a pas les mêmes propriétés. C'est Euh, intéressant parce que c'est la promesse de Alexander, le lait régénératif grass-fed aux US, hein, qui est donc ouais. la référence en la matière dans le lait régénératif, et ils sont à deux. Ok, bah voilà. Mais c'est clairement le lait à deux Et toi, on est presque en train de se dire que la ferme qu'on a en Lozère, on va peut-être aller le mettre plus en avant encore plus que c'est des brunes et donc c'est de la 2 à 2. Et en gros, pour des gens qui seraient intolérants, ou pas intolérants, mais en tout cas qui qui auraient des problèmes de digestion, en tout cas, on pourrait recommander celui-là plutôt en réseau spé, par exemple. Et après, sur l'inspiration, en fait, quand tu dis inspiration et opérationnel, c'est un peu, en fait, il y a, moi, même quand j'étais chez Danone, j'avais un peu un truc qui me trottait dans la tête en me disant, la grosse usine qui arrose nationalement le territoire. Je pense que ce modèle-là, en tout cas, je le voyais se finir parce qu'en fait, il bloquait tellement de sujets de transformation. Avant tout, emballage, hein, quand on parlait
de consignes. On se dit, mais en fait, faire de la consigne des schémas logistiques nationaux, quoi, je le voyais pas du tout se parler. Et puis te dire, bah, en fait, tu collectes un endroit et t'arroses le pays de produit. Je me dis, mais c'est pas, en fait, on n'y arrivera pas si on continue comme ça. Donc nous, ce qu'on se dit, on peut rééclater la transformation sur les territoires, mais en utilisant tout ce qu'on a appris de bien dans l'industrie. Donc ça, je sais pas si c'est plutôt je sais pas si l'industrie serait capable de faire ça. Les Euh, micro-fermes mises en réseau. Pardon? Les micro-fermes mises en réseau. Bah c'est ce qu'on fait, ouais. Mais c'est pas ce que font les coopératives. Bah non, les coopératives, ça ressemble à ce que fait Danone, hein, Sodial, Danone, Sodial, il n'y a pas beaucoup de différence. Bah, je sais pas, moi j'ai encore le fantasme de la coopérative laitière qui réunit plusieurs producteurs de lait et ils partagent les mêmes machines à la fin. Et puis ensuite c'est livré à l'industriel. Non? Bah non, non, c'est pas trop ça. Alors le modèle, tu vas l'avoir en fruitière, par exemple, Ouais. plutôt au fromage. Mais en Sodial Danone, c'est un camion qui vient collecter les agris, qui paye le lait à peu près au même niveau, hein. Il y en a un où c'est un modèle coopératif et un autre, c'est un modèle où c'est pas le même statut juridique, mais honnêtement, ça change pas énormément. Légalement, on peut pas Euh, faire des grandes fermes. La ferme des 1000 vaches, là, c'est plus possible, non? Si? C'est vrai, c'est ça? ouais, bah après, une ferme de 1000 vaches, je vois pas comment tu vas la faire pâturer. T'es obligé de. En fait, quand Non, t'as mais des j'essaie vaches de qui. voir les contraintes légales dans un modèle, effectivement, tu vois. Et j'avais l'impression qu'on pouvait pas avoir des grandes exploitations au-delà de 1000 vaches. Parce que, mais bon. Ouais, on a posé ce seuil-là, mais on l'a. En fait, celui-là, il était surtout, c'est plutôt politique qu'autre chose. D'accord. Et toi, Pourquoi quand tu tu dis l'autorises micro-ferme, c'est combien de vaches pour qu'elles soient bien, que... Ouais, alors moi, je parle pas de micro, je sais pas ce que c'est micro petit en ferme. Euh, la moyenne d'une ferme bio en France, c'est 350 000 litres de lait, donc c'est 60 vaches. Et après, tu vas aller de toutes petites fermes, mais qui vont plutôt tout transformer elles-mêmes, hein, donc qui vont avoir peut-être 5 ou 10 vaches, et à des modèles bio qui vont peut-être avoir qui vont aller jusqu'à 800 000, 1 million de litres de lait, mais qui représentent 130 vaches. Ça reste des modèles d'organisation de ferme familiale, hein. Bah, c'est deux, trois personnes qui vont gérer cette ferme. Ça, c'est Je la sais bonne pas, taille. C'est la bonne taille où... ouais, micro petit, ça me dérange parce que moi j'ai géré la relation avec les éleveurs. Les politiques disaient le petit c'est magnifique. J'ai dit bah non, bah, venez avec moi, on va les visiter, hein. Les petits, ils avaient pas du tout de capacité à réinvestir, à se mettre au nord, quoi. Vraiment d'un point de vue qualité sanitaire, c'était craignos. Donc je sais pas, Non, mais je sais pas en fait, moi je définis plutôt ta capacité à être autosuffisant en nourriture, à faire pâturer tes vaches. Ouais, c'est plutôt ça pour moi le critère qui est important. Que tu en Mm. aies 40 ou 100 vaches, c'est pas ça qui est. Et donc si tu as plutôt 100 vaches et que ça te permet d'avoir trois actifs sur la ferme et donc de t'organiser, de prendre des vacances et donc d'avoir une vie qui est plus acceptable, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt ça l'objectif, c'est de trouver le bon modèle où t'es plus tout seul parce que faire la traite tous les jours et tout gérer, c'est impossible. Donc pourquoi le modèle grossit aussi un peu, c'est que le métier doit devenir vivable et pour les gens et surtout en ligne avec les attentes sociétales. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que c'est les 2 vaches, c'est le même principe, même si c'est une entité séparée de Danone ou c'est... En fait, il y a, une- il y a un, tr- il y a un très beau projet, hein, sur l'amont agricole avec les deux vaches, bah, que Christophe a bossé avec ses équipes, hein, à l'époque. Donc, il y a plutôt une belle valorisation du lait, hein, mais après, c'est du lait collecté, envoyé à l'usine qui fait du conventionnel et du bio. Et donc, en fait, c'est une marque qui profite de la force de frappe d'un grand groupe, donc l'efficacité économique de transformation et toute la force commerciale qu'il y a derrière et les moyens marketing. Ouais. C'est ça qui est dommage, hein. Moi, c'est moi qui suis dans l'innovation depuis des années. Souvent, les grands groupes se disent, je regarde le marché et plutôt que d'innover moi-même, une fois que quelque chose marchera, on le rachètera. Et quand ils le rachètent, ça rentre dans les process existants de l'entreprise parce qu'il faut se plugger et puis qu'il y a quand même cette envie de faire monter à l'échelle la pépite qu'on a rachetée. Et en fait,
voilà, ça perd de Ça peut la sa vider, ouais. valeur au final quand même. Ça peut vider sa substance, ouais. Je suis assez... Euh, Bah, après, je c'est suis... quand même un dilemme, quoi, hein. Mais c'est vrai que les grands groupes ont quand même une capacité d'innovation très très limitée quand on y réfléchit, quoi. Voilà. Bah merci, moi j'ai un peu mes réponses, hein. Eh ben, de rien. Et donc nous on a identifié, à part vous qui étiez lauréat en 2024, c'est qui le patron comme modèle économique, c'est ce que disait Stéphanie. Et eux, ils sont avec la laiterie LSDH, et quand j'ai lu leur rapport de RSE de l'année dernière, c'était quand même extrêmement complet, quoi. Ouais. Et donc le duo c'est qui le patron plus LSDH, ça fait une entreprise qui est vraiment, enfin comment dire, une gamme de produits lait bio qui est régénérative, quoi, à un très haut niveau. Tu veux Et dire sur le lait bio, parce que oui, finalement, oui, c'est on s'est focalisé sur le lait bio qui est pour une ne petite pas. partie de leur activité, ouais. Oui, voilà. Effectivement, Nicolas est plutôt sur les aspects sociétaux Ils sont pas assez et, bio. et un petit peu moins l'environnemental. Et en ce moment, ils montrent de leurs cerises dans des boîtes en plastique, ce qui est tellement 2018. C'est très 2018, quoi. L'époque, on se prenait en photo, on prenait un selfie dans un avion avec le hublot, tu sais. Chose que maintenant, on ne ferait plus. Je me cache quand je prends l'avion. Et eux, ils montent leurs cerises qui sont extraordinaires à un prix très accessible, vraiment, mais ils le montent à travers la barquette en plastique. Donc, Ah, parce que voilà. c'est... Ouais, mais parce que c'est aussi, c'est super ce qu'ils ont, et c'est comment est-ce que je crée de la valeur pour le producteur, mais en même temps, je m'appuie sur le modèle plutôt existant. C'est Ils ça. sont pas en train de réinventer quelque chose sur la partie transformation ou distribution. Et en fait, le lait, c'est tellement massif la consommation que ils ont un impact qui est génial, quoi. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils Et dupliquent hein, sur les œufs, sur plein de. Et ils sont numéro un des ventes dans beaucoup de cas, hein, avec des produits de qualité, accessibles. Donc, un autre modèle est possible, quoi. Avec les failles de la loi Egalim, il montre que le lien entre consommateur et producteur peut être ravivé, quoi. Existe. Bon, ben merci beaucoup. Bah, Pierre-Yves, si tu veux, je clôt. Oui, avec plaisir. Merci à tous. Bonne continuation si pour les lauriers.